Bienvenue sur notre chaîne. Alors, le Sénégal est officiellement entré dans le club des pays producteurs de pétrole, en 2024. C'est une nouvelle excitante, vraiment. Mais la grosse question, celle qui est sur toutes les lèvres, qui tire vraiment les ficelles de cet or noir sénégalais? Aujourd'hui, on plonge au cœur de tout ça. Les enjeux, les acteurs clés, les fameux contrats. Est-ce que cette richesse va vraiment profiter au pays? On va explorer ensemble les coulisses. Restez connectés, ça promet d'être passionnant. Et bien sûr, abonnez-vous et likez. Bon, pour commencer, il faut rappeler que cette histoire de pétrole au Sénégal, ça ne date pas d'hier, hein? Ah non, pas du tout. Les recherches, ça a commencé dès les années 60. Mais pendant des décennies, pas grand-chose en fait. Beaucoup de recherches infructueuses. Et puis, le tournant, c'est 2014. Exactement. 2014, avec la découverte majeure du champ Sangomar par Cairn Energy à l'époque, ça a tout changé. On parle d'un potentiel assez considérable, environ 630 millions de barils récupérables, ce n'est pas rien. 630 millions de barils, ok. Mais le moment vraiment symbolique, le lancement, c'est l'extraction qui a démarré en juin 2024. C'est Woodside Energy qui opère maintenant. Woodside, une société australienne si je ne me trompe pas? C'est ça. Et d'ailleurs, petit détail intéressant, la production a démarré sur les chapeaux de roue. On prévoyait 12 millions de barils sur les 6 premiers mois et finalement, on table plutôt sur 15, voire 16 millions. Donc, ça a dépassé les attentes initiales. Démarrage rapide, donc. Mais alors, venons-en aux acteurs. Qui sont vraiment les maîtres du jeu là-bas? Qui exploite concrètement? Alors c'est là que les choses se complexifient un peu. Sur le champ principal, Sangomar, l'acteur qui domine très largement, c'est Woodside Energy. L'entreprise australienne dont on parlait. Voilà, ils détiennent 82% des parts du projet et ils sont aussi l'opérateur principal, c'est-à-dire celui qui gère les opérations au quotidien. 82%. Et le Sénégal dans tout ça? Via Petrosen, la compagnie nationale. Eh bien, Petrosen ne détient que les 18% restants. Une part minoritaire, donc. Seulement 18%. Oui. Il y a d'autres acteurs sur d'autres blocs comme BP ou Cosmos Energy, mais sur Sangomar, le projet phare pour l'instant, le déséquilibre est très net. 82% pour une compagnie étrangère, 18% pour l'État sénégalais. Ce chiffre de 18% est frappant. Et comment Petrosen finance cette part? C'est un point crucial. Pour financer ces 18%, Petrosen a dû emprunter de l'argent. Et devinez à qui? À Woodside? Exactement. Un prêt de 450 millions de dollars contracté auprès de Woodside. Ça montre bien la dépendance financière dès le départ et ça pose évidemment la question de la souveraineté sur ces ressources. Oui, ça relativise un peu l'idée de contrôle national. Mais comment on en est arrivé à cette répartition en rapport sur nom? Parlons des contrats. Ils ont été signés sous l'ancien régime, non? Celui de Macky Sall. C'est ça. Et c'est le cœur du problème actuel. Ces contrats, hérités de cette période, sont souvent critiqués pour leur manque de transparence et surtout pour certaines clauses. Des clauses spécifiques? Oui, notamment les fameuses clauses de stabilisation. En gros, ça veut dire que même si le Sénégal adopte de nouvelles lois, par exemple fiscales ou environnementales, eh bien ces nouvelles lois pourraient ne pas s'appliquer à ces contrats pétroliers spécifiques. Ça gèle les conditions initiales, souvent au bénéfice de l'investisseur. Ah oui, ça protège fortement les compagnies. Énormément. Et c'est pourquoi le nouveau gouvernement, celui de Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, a annoncé très clairement vouloir renégocier ces contrats. Une commission a même été mise en place pour ça. D'accord, volonté politique affichée. Mais est-ce que c'est réaliste de vouloir changer des contrats déjà signés, surtout que la production, comme on l'a dit, a déjà commencé? C'est tout le défi. Et il est immense. Juridiquement, c'est très complexe de modifier ces clauses. La production est lancée, donc les compagnies sont en position de force. Il y a un risque de conflit. Oui, un risque de litiges internationaux. D'ailleurs, il faut savoir que Woodside a déjà initié une procédure d'arbitrage contre le ministère sénégalais du pétrole sur un autre sujet lié. Ça montre que les tensions existent. Le Sénégal doit donc trouver un équilibre très délicat. Défendre ses intérêts, obtenir une part plus juste, mais sans pour autant effrayer les investisseurs étrangers dont le pays a encore besoin. Pas simple. Pas simple du tout. Et impossible de parler de pétrole et de contrats au Sénégal sans évoquer, même rapidement, les controverses passées. Je pense à l'affaire
Petro-Tim. Oui, c'est une affaire qui a marqué les esprits. Révélée par la BBC en 2019, elle portait sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions pétrolières et gazières. Les allégations mettaient en cause des transactions jugées suspectes entre l'homme d'affaires Frank Timis et Aliou Sall, qui est le frère de l'ancien président Macky Sall. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Énormément. Politiquement, ça a eu des conséquences. Aliou Sall avait dû démissionner de certains postes, mais judiciairement, l'affaire a été classée sans suite au Sénégal en 2021. Un classement qui avait été critiqué d'ailleurs. Oui, très critiqué par l'opposition et une partie de la société civile qui réclamait plus de lumière sur cette affaire. C'est important de rappeler ces faits, de manière neutre, bien sûr. Bien sûr. Revenons à l'économie. Maintenant que le pétrole coule, qu'est-ce que ça rapporte concrètement au Sénégal ? Est-ce qu'on a déjà des chiffres ? Oui, les premiers revenus commencent à tomber. Pour l'année 2024, on parle de revenus pétroliers issus de Sangomar qui ont rapporté environ 595 milliards de francs CFA à l'État. 595 milliards de FCFA ? Et pour 2025, les prévisions tablent sur une contribution directe au budget de l'État de l'ordre de 72,5 milliards de FCFA. C'est un début. Et comment cet argent va être utilisé ? Il y a un plan. Oui, une loi a prévu une répartition des futurs revenus pétroliers et gaziers. L'idée, c'est 70% irait au budget général de l'État pour les dépenses courantes et les investissements. Ensuite, 20% serait placé dans un fonds de stabilisation pour amortir les chocs si les prix du pétrole baissent. Et les 10% restants iraient à un fonds intergénérationnel pour les générations futures. Sur le papier, ça semble assez bien pensé, ces fonds, mais le risque classique, c'est la dépendance, non ? Le fameux syndrome hollandais. Exactement, c'est le grand risque. Le syndrome hollandais, c'est quand l'afflux soudain de richesses d'une ressource naturelle, comme le pétrole, finit par nuire aux autres secteurs de l'économie, comme l'agriculture ou l'industrie, parce que la monnaie s'apprécie trop ou que les ressources humaines et financières sont aspirées par le secteur extractif. Avec un objectif de production qui vise les 100 000 barils par jour, on est autour de 50 000 actuellement, ce risque est bien réel. La diversification de l'économie sénégalaise devient donc encore plus vitale qu'avant. Et politiquement, le changement de gouvernement en 2024, ça a vraiment rebattu les cartes sur ce dossier ? Ah oui, clairement. Le nouveau pouvoir s'est fait élire en partie sur des promesses de rupture, de meilleure gouvernance des ressources naturelles, de souveraineté. Donc il y a une attente énorme de la population. Une pression sociale forte, j'imagine. Très forte. Les Sénégalais veulent voir les retombées concrètes de ce pétrole dans leur vie quotidienne et ils exigent plus de transparence. Ça met la pression sur le gouvernement, mais aussi sur les compagnies pétrolières. On voit déjà des tensions, comme avec l'arbitrage initié par Woodside. C'est un jeu d'équilibriste permanent pour le nouveau gouvernement. Et le rôle de la société civile dans tout ça ? Des observateurs, des médias ? Il est fondamental. Les ONG, la presse d'investigation, mais aussi les mécanismes de contrôle comme le Parlement ou l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITI. L'ITI, par exemple, pousse à la publication des contrats et des paiements faits par les compagnies à l'État. C'est crucial pour la redevabilité. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, au final, qui contrôle vraiment le pétrole sénégalais aujourd'hui ? Aujourd'hui, factuellement, la photographie montre une domination très nette des acteurs étrangers et surtout de Woodside avec ses 82% sur Sangomar. C'est clair. Donc les défis pour le Sénégal sont immenses. Il faut renforcer les capacités nationales, celles de Petrosen notamment. Il faut réussir à renégocier ces contrats pour obtenir un partage plus juste sans faire fuir les investisseurs. Il faut aussi continuer la lutte contre la corruption, s'assurer que la transparence soit réelle et surtout faire en sorte que cet argent serve vraiment au développement durable du pays, à l'éducation, la santé, les infrastructures. C'est un vrai tournant historique pour le Sénégal, en fait. L'issue n'est pas écrite d'avance. Absolument pas. Ça peut être une bénédiction, comme ça peut être moins positif si la gestion n'est pas à la hauteur des enjeux. Et peut-être que le vrai défi, au fond, c'est justement ça. Comment on transforme cette richesse qui vient du sous-sol en une richesse durable, en une prospérité qui soit vraiment partagée par tous les Sénégalais. C'est peut-être ça la question clé. Voilà pour cette analyse, cette exploration de la situation pétrolière au Sénégal. Un sujet complexe, on l'a vu, avec des enjeux énormes pour l'avenir du pays. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos questions, vos réflexions sur ce sujet ? On est curieux de vous lire. Merci d'avoir suivi cette discussion passionnante sur l'or noir sénégalais. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et surtout, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses.